Madame, Monsieur, bonsoir. Le plan pour l'emploi du gouvernement Rocard, moins de charges pour les entreprises, plus de formation pour les jeunes. Yasser Arafat à Strasbourg, il rencontrera demain le ministre des Affaires étrangères. Grandir à tout prix, une hormone de croissance permet désormais aux enfants trop petits de corriger leur handicap. Comment diable peut-on en arriver là? Comment un proviseur, un recteur, le ministère de l'Éducation nationale peuvent-ils tour à tour sous-estimer à ce point l'augmentation prévisible des effectifs scolaires? La ville de Tours s'est mobilisée aujourd'hui pour que l'un de ses lycées fonctionne normalement. Une semaine après la rentrée des classes partout ailleurs, le lycée Gramont est toujours en grève. Les autres établissements publics de la ville ont rejoint le mouvement. Sur place, l'enquête de Chantal Kimerlin et Dominique Verdeillon. Total dans le 3e lycée de France par ses effectifs. Pas un seul cours dispensé, pas un seul repas servi. Professeurs, parents d'élèves et lycéens ont manifesté cet après-midi dans les rues de Tours, soutenus par la majorité des autres établissements. Tous sont déterminés dans leur combat pour faire baisser les effectifs dans les classes. La mauvaise gestion, elle ne vient pas localement. J'ai entendu M. Jospin qui disait que Grandmont n'était pas la France. Mais Grandmont est bien représentatif des lycées français. Les effectifs chargés, c'est partout en France. Proviseurs, professeurs, recteurs, tous aujourd'hui se rejettent la responsabilité de la situation du lycée Grandmont. L'Académie Orléans-Tours est la 3e de France, avec un demi-million de jeunes scolarisés dans plus de 3000 établissements scolaires. Nous allons pouvoir travailler. Vendredi dernier, le proviseur du lycée, comme tous les autres proviseurs, sont venus au rectorat et ont bénéficié des dernières mesures d'ajustement qui permettent de mettre tous les moyens en place pour la rentrée. Il est bien compréhensible qu'à la dernière minute, il peut y avoir des moyens complémentaires. Nous avons mis ces moyens complémentaires au lycée Grandmont, comme dans tous les autres lycées. Certes, c'est le chef d'établissement qui doit alerter le rectorat, mais en tenant compte qu'une rentrée scolaire se prépare un an à l'avance. Je peux vous dire par exemple que nos prévisions de rentrée au lycée Grandmont sont parties, je crois, à l'inspection académique le 7 décembre 1987. Donc très longtemps avant toutes les procédures d'orientation. Et je crois que c'est là le véritable problème, c'est que les moyens sont mis en place avant que l'on connaisse avec exactitude les effectifs. À Tours, 2 nouveaux lycées ouvriront en principe leurs portes pour la rentrée 89. La région Centre consacre plus de 50% dans son budget à l'éducation. Nous allons donner des bâtiments préfabriqués pour accueillir des jeunes, ce n'est pas ce qui va donner les professeurs. Or, je crois que le malaise aujourd'hui, il n'est peut-être pas tellement dans l'accueil matériel. Le malaise, il est dans le manque de professeurs. Des établissements qui ne résoudront en rien les problèmes de manque d'enseignants et donc des effectifs par classe. Ce soir, au lycée Grandmont, les regards se tournent vers Paris. Oui, et ce matin, le ministre de l'Éducation nationale, Lionel Jospin, avait appelé les enseignants, les parents et les lycéens de Tours à faire un effort pour que la rentrée ait lieu. Grandmont n'est pas toute la France, avait-il dit, et on ne peut pas enlever des postes ailleurs pour les y mettre. Le ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, rencontrera bien Yasser Arafat demain à Strasbourg. La polémique dont vous avez vu ici même hier soir la vivacité, la polémique autour de cette visite n'empêche pas le gouvernement de gouverner, a dit Roland Dumas. À Strasbourg, comme prévu, il y a eu ce matin une manifestation hostile à l'OSP et cet après-midi, les banderoles des sympathisants. Jean-Marc Ilouz. Depuis plus d'une heure, Yasser Arafat est en conclave à Strasbourg. Officiellement, non pas en France, mais en territoire international, au Parlement européen de Strasbourg. Paradoxe supplémentaire, il n'est pas l'invité du Parlement européen, mais seulement du groupe socialiste européen, ou plutôt de son président, l'Allemand M. Arndt. Belle embrouille diplomatique, et à la tête du groupe libéral, Simone Veil dénonce l'absence de consultation au Parlement européen. Notre groupe a fait savoir clairement sa position, qui était de ne pas recevoir M. Arafat, compte tenu du soutien donné au terrorisme, mais surtout parce que nous estimons que cette visite ne favorisera pas le processus de paix et que nous souhaitons avant tout favoriser la paix dans cette région du monde. Et puis il faut compter aussi avec la colère de la communauté juive de Strasbourg. Après les prières du Nouvel An, ce matin, plus de 2000 personnes, y compris des élus locaux socialistes,
ont protesté contre la visite du chef de l'OLP et sa rencontre demain avec M. Roland Dumas, ministre français des Affaires étrangères. Pas de paix sans l'OLP, sioniste assassin. Autre son de cloche également à Strasbourg, celui de quelques centaines de résidents maghrébins venus en compagnie du MRAP et du Parti communiste souhaiter, eux, la bienvenue au chef du mouvement nationaliste palestinien. Yasser Arafat était arrivé en fin de matinée en provenance de Tunis à bord d'un avion privé. Avec lui, 2 journalistes français, ceux d'Antenne 2, Pierre Serra et Aubry Endler. Sécurité cérémoniale ordinaire pour une visite pas comme les autres. Ce matin à midi, Yasser Arafat a quitté Tunis. Avec nous dans l'avion, 2 membres du comité exécutif de l'OLP, des représentants de l'organisation en Europe et les indispensables gardes du corps. 2 heures de voyage pour les leaders de la centrale palestinienne qui pèse une dernière fois les termes de son discours de Strasbourg. 35 minutes au total destinées à attirer l'attention, sinon la sympathie de la communauté européenne. En fait, c'est la première fois pour moi d'avoir l'opportunité de cette réunion, de parler directement à ce groupe amical de la communauté européenne à Strasbourg. Mais la communauté juive accueille mal votre visite à Strasbourg. Seulement une partie d'elle, une autre elle, pas tout. Et n'oubliez pas que j'ai reçu des tas de messages de soutien, de notes et de mémorandums de juifs qui soutiennent ma visite et qui soutiennent la cause de mon peuple. Jewish friendly groups who are supporting completely my visit and who are strongly supporting the just cause of our people. Vous savez bien ce qu'ils attendent de vous, ce qu'on attend de vous là-bas. On veut que vous abolissiez votre charte qui prévoit la destruction d'Israël et puis surtout que vous reconnaissiez Israël. We will try to speak. On va vraiment essayer de parler franchement. Frankly. About all the issues, à propos de tous les problèmes qui se posent all the problems, et qui militent en faveur ou contre notre cause. The points which is against or with our cause. Vous savez qui je suis. I am not amateur. I am the chairman je suis le président de l'OLP. Reste maintenant à savoir si à Strasbourg, Yasser Arafat aura réussi à faire oublier avec le rameau d'olivier qu'il brandit d'une main le fusil qu'il tient dans l'autre. Rentrée télévisée demain dans ce journal pour le Premier ministre. Michel Rocard viendra commenter son plan pour l'emploi dont les grandes lignes ont déjà filtré. 2 objectifs, encourager les entreprises à créer des emplois et améliorer aussi les dispositifs de formation pour l'emploi des jeunes. Véronique Auger. Le gouvernement part d'un principe. Pour faire redécoller l'emploi, il faut lâcher du lest sur les charges des entreprises. Réduction des charges sociales d'abord. La première mesure favorise les industries de main-d'œuvre peu qualifiées. C'est la baisse du taux de cotisation patronale sur les allocations familiales. La deuxième mesure s'adresse aux entreprises individuelles de plus de 2 ans d'existence. C'est l'exonération totale des charges sociales pour le premier salarié embauché, et cela pendant 1 an. Michel Rocard prévoit également d'alléger les charges financières des petites et moyennes entreprises. Un exemple, les banques vont recevoir une enveloppe de 15 milliards de francs. Ces fonds alimenteront des prêts de trésorerie à 9% au lieu de 14%. Le plan emploi passe aussi un coup de peinture sur le traitement social du chômage. Ainsi, les jeunes en stage d'insertion à la vie professionnelle ont trop souvent servi de main-d'œuvre bon marché. Pour limiter ces abus, les entreprises vont prendre en charge 35% de leur salaire au lieu de 27%. Le SIVP aura désormais un lien juridique avec son employeur. Dernier volet, la formation. Davantage d'allègements fiscaux pour ceux qui feront les plus gros efforts pour former les salariés les moins qualifiés. Davantage d'argent pour des stages réservés aux chômeurs, mais pas de mise en place du crédit formation cher au Premier ministre. Demain soir, donc, Michel Rocard expliquera ici les ambitions et les méthodes de son gouvernement pour lutter contre le problème prioritaire du chômage. Tour d'horizon de la situation politique, discussion aussi des problèmes qui font friction entre le gouvernement et le Parti socialiste. Les journées parlementaires du PS se sont terminées ce soir à Vienne. Pascal Guimier.
On filme des volatiles. Non mais c'est vrai, mais pas nous. Pas nous. Il était une fois hier soir, entre chien et loup, une leçon de choses qui pouvait bien tourner à la fable politique. Si tu dégoises aussi bien que t'es nippé, t'es le mec ton à l'adresse des costauds du quartier. Cette balle pour échapper au renard. Ce matin, autre lieu, autre ton. Au premier rang, Michel Durafour et Jean-Marie Roche. Deux ministres, tous deux centristes, mais qui n'ont pas eu peur du renard socialiste. Alentour, en rang serré, parlementaire, et à la tribune, Michel Rocard. Un Premier ministre venu en fait dire la morale de la déjà longue et difficile histoire de l'ouverture. Un coup à droite, un coup à gauche, de quoi prouver au parti que ses préoccupations trouvent un écho à Matignon. Le Parti communiste se dit prêt à participer avec nous à la mise en œuvre d'une politique de gauche. Mais il n'y a à cela qu'une petite difficulté. Il prétend s'arroger le monopole de la délivrance du label et considère que la vraie politique de gauche, c'est celle qu'il élabore lui-même. Du côté centriste, à l'inverse, on se dit prêt à travailler avec nous. Si du moins nous nous attachons sur chaque sujet à ne faire de peine à personne, ce qui nous soumettrait en toute chose à la contrainte de solutions minimales, de choix indolores et de demi-mesures, pouvant déboucher au mieux sur des demi-moitiés de solutions. Pas besoin de dictionnaire pour décrypter ce langage-là, les socialistes ont semble-t-il apprécié la mise au point de leur camarade Premier ministre. À la trappe l'ouverture, place donc au vrai problème, vie quotidienne, chômage ou pouvoir d'achat. Ce soir, à Vienne, la politique s'est un peu effacée devant le social. Il était sans doute temps. Les cantonales sont là. Le Premier ministre a aussi évoqué la réforme de l'audiovisuel. Il a annoncé aux parlementaires socialistes son intention de consulter l'opposition à propos de la constitution et du rôle du futur Conseil supérieur de l'audiovisuel, et ce, a-t-il dit, afin de ne pas renouveler la triste expérience de la CNCL. Fin de citation. Les experts réunis sur ce sujet pendant l'été ont rendu leurs recommandations. Les 9 sages devraient être nommés par le président de la République, après consultation des présidents des assemblées. Ils auraient compétence sur les chaînes publiques, aussi bien que sur les chaînes privées, et disposer de sanctions efficaces en cas d'infraction. Rencontre au sommet de l'opposition. Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac se sont concertés cet après-midi à la veille des journées parlementaires de leurs formations respectives. Démission à la CGT, André Saint-Jean n'est plus secrétaire général de la Fédération de la métallurgie. Mes motivations sont strictement syndicales, déclare-t-il, mais cette démission ressemble fort à un limogeage, Gérard Leclerc. Oui, écoutez, officiellement, on met en avant la pratique syndicale et le décalage politique. Traduction, André Saint-Jean n'était plus dans la ligne, celle que la tendance, disons, des durs a su imposer à la CGT. Depuis quelque temps déjà, on lui reprochait sa mollesse pour appliquer les orientations de la Confédération ou sa trop grande indulgence à l'égard des socialistes. André Saint-Jean s'était démarqué des actions, disons, type coup de poing ou fortement médiatiques, comme SKF ou autour des 10 licenciés de Billancourt. Progressivement, ses proches ont été écartés et il s'est retrouvé minoritaire. Sa sortie aujourd'hui risque de provoquer des remous à la CGT. D'une part, par le poids de la métallurgie, la plus grosse fédération de la CGT malgré des effectifs en forte baisse. D'autre part, par la personnalité d'André Saint-Jean, avec ses allures de jeune cadre dynamique, costume 3 pièces, il incarnait un certain renouveau de la CGT et a fait figure de dauphin d'Henri Krasuki. Enfin, par la brutalité inhabituelle de son départ, André Saint-Jean démissionne de tous ses mandats. Il compte s'en expliquer publiquement avant de reprendre une activité professionnelle. La porte claquée aujourd'hui résonnera encore au prochain congrès de la CGT en mai prochain. Louis Vianney, en tout cas le numéro 2 de la CGT, sera demain à 7h45 l'invité de Gérard Morin. Il dira peut-être les 4 vérités à ce sujet. Décision combinatoire et calendrier serré. Michel Delbar, le ministre des Transports, a confirmé aujourd'hui que les Airbus A320 d'Air Inter devront être pilotés à 2. Il laisse une semaine à la compagnie aérienne et aux syndicats pour entamer des négociations sur le sort des officiers mécaniciens navigants. Nicolas Jacobs. Décidé, incisif, Michel Delbar n'avait cet après-midi qu'un message à faire passer, un véritable ultimatum à l'adresse des grévistes d'Air Inter. Dans les 8 jours, je veux que les responsables de la compagnie Air Inter me fassent des propositions pour garantir le bon fonctionnement d'Air Inter toute la journée, garantir le service public,
garantir les droits des usagers. J'aurai ces propositions dans 8 jours si le conflit ne cessait pas. Il m'appartiendrait à ce moment-là à donner les autorisations nécessaires pour que les propositions de la compagnie soient mises en œuvre. De plus, a réaffirmé le ministre, dans ce cockpit d'A320, il n'y aura que 2 personnes. Pas question de négocier un 3e homme. On ne parlera donc que de mesures d'accompagnement social. Inacceptable, estiment les représentants des grévistes qui menacent de durcir leur action. La poursuite de la grève matinale nous semble maintenant insuffisante, non proportionnée à l'agression que nous venons de subir de la part de ce ministre. Un durcissement qui risque fort de ressembler à un dernier baroud d'honneur. Ces dernières semaines, l'unité syndicale s'est effilochée. De plus, et Michel Delebarre le sait, cette grève n'a jamais trouvé d'appui populaire. Quelques 450 000 ménages, pour s'acheter un logement, ont emprunté de l'argent entre 81 et 85 et aujourd'hui, le remboursement leur coûte bien cher. Les PAP, c'est-à-dire les prêts aidés en accession à la propriété, pourront être renégociés à partir du 1er octobre prochain, et ce pour corriger le mécanisme pervers provoqué par la baisse de l'inflation et celle des taux d'intérêt. Mais cette mesure risque d'arriver trop tard pour certaines familles, comme celle que Jean Pézieux a rencontrée près de Bordeaux. Comme chaque matin, il est veilleur de nuit, Joël Chaussy rentre chez lui inquiet en raison des dettes qu'il a pour sa maison achetée il y a 6 ans avec 2 prêts, dont le principal, le PAP. Depuis, à cause de leur progressivité, ces prêts ne sont plus supportables. 3 000 francs à rembourser par mois pour 5 000 francs de revenus, allocation familiale comprise. Il y a 1 an, Joël a cherché à renégocier des taux moins élevés, sans succès. Clients inintéressants lui ont fait comprendre les banques. On ne peut pas faire face, il n'y a pas assez de revenus. Le chauffage, on ne chauffe pas l'hiver? Ben non, parce que sinon on ne pouvait pas payer les factures d'électricité. Les enfants ayant grandi, les allocations familiales et logements ont chuté et Rosine est au chômage. Le retard dans les remboursements, plus de 15 000 francs, est insurmontable. Seule solution, vendre la maison pour payer les banques. Je vends la maison parce que je n'arrive pas et personne ne m'épaule. J'ai été voir dans les banques parce que, soi-disant qu'à l'époque, on pouvait racheter, faire un rachat des prêts. J'étais à l'UCB, on m'a dit que non. Si, ils voulaient bien le faire, mais reprendre sur 20 ans. Hein? Donc je perdais moi de l'argent. Pour la majorité des ménages, le prêt PAP augmentant désormais au rythme de l'inflation fournira un réel ballon d'oxygène. Une famille avec un prêt de 250 000 francs par exemple économisera 35 000 francs sur 15 ans. L'ennui, c'est que beaucoup ont acheté avec des prêts complémentaires au PAP progressant à un rythme aussi élevé. Les banques ont accepté de les renégocier pour certains, mais pas pour les plus modestes. Le problème n'est donc pas encore réglé pour tous les sinistrés de l'accession. Et le ballon d'oxygène a fait goulpe. Champagne ou bière bien fraîche, un homme heureux en tout cas dans l'avion qui le ramène en ce moment de Damas à Bonn. Emmanuel Vanier. 605 jours de captivité, près de 20 mois de détention, c'était le dernier otage allemand au Liban. Ce soir, Rudolf Cordes sera chez lui. Je suis très heureux, a-t-il déclaré, c'est comme si une nouvelle vie commençait pour moi. Aucune contrepartie à cette libération, ont affirmé les autorités allemandes. Pas de rançon, pas d'accord secret concernant notamment Mohamed Ahmadé, le chiite libanais, actuellement jugé à Francfort pour le détournement du Boeing de la TWA en juin 85. La libération de Rudolf Cordes est le résultat d'une politique de bonnes relations entre l'Allemagne fédérale et l'Iran, a affirmé Hans-Dietrich Genscher, le ministre ouest-allemand des Affaires étrangères. Pas de cow-boy dans les rues de Londres, le gouvernement britannique a été ferme. L'ambassadeur de Cuba a dû quitter l'Angleterre cet après-midi après avoir tiré plusieurs coups de feu en plein centre de Londres contre une voiture qui le suivait de très près. Carlos Medina Pérez, l'ambassadeur cubain, s'était senti menacé, a-t-il dit. Excuses non valables, conduite intolérable, ont estimé les autorités britanniques. Sanction immédiate, l'expulsion du diplomate. Savez-vous que nous n'arrêtons pas de grandir? Et oui, depuis 30 ans, dans nos pays, chaque génération mesure en moyenne 10 cm de plus que la précédente. Mais les normes de la taille changent aussi. Où mettons la barre quand on pense que son enfant ne sera pas assez grand? Il y a les sarcasmes à l'école, les complexes des enfants et aussi ceux des parents. Un laboratoire français a mis au point un traitement à base d'hormones de croissance que suivent aujourd'hui 2000 enfants en France. Mais l'hormone est rare, le traitement est cher, 50 millions de francs par an,
Mais il fait aussi des heureux, comme cette petite Virginie, cette grande Virginie, que Jean-Daniel Flézaquier a rencontrée près de Tours. Des fois, je vois mes copines, elles ont certains avantages d'être assez grandes. C'est quoi les avantages pour une fille de 12 ans d'être assez grande? Par exemple, avec les copains, c'est plus... je veux dire, c'est plus facile avec les copains, quoi. Tu veux dire avec les garçons? Voilà, c'est ça. Quand, par exemple, une fille de 12 ans, mon âge, elle va voir un garçon, par exemple, et bon, elle joue plus facilement avec, ou elle rigole plus facilement qu'avec quelqu'un de plus petit. Du haut de son mètre 31, Virginie fait 15 à 20 bons centimètres de moins que la moyenne des filles de 12 ans. Une petite taille due au fait que Virginie ne fabrique pas assez d'hormones de croissance, un déficit qui existe depuis sa naissance. Je me suis aperçue de ce problème quand elle est rentrée en maternelle, parce qu'il y avait une grande différence avec les autres enfants. Et c'était vraiment si flagrant que ça? C'était assez important. Et à ce moment-là, vous vous êtes alerté? Vous en avez parlé au médecin qui suivait votre enfant? Oui, j'en ai parlé au médecin qui m'a dit qu'il fallait voir son développement dans les années qui suivent, mais que c'était certainement rien. Il aura fallu 6 ans au médecin pour se ranger à la vie de sa mère et pour proposer à Virginie et à ses parents une solution de remplacement. Nous avons été renseignés comme quoi il n'y avait rien d'irrémédiable, qu'il y avait un traitement à l'heure actuelle, mais qui représentait quand même un traitement de très longue haleine. Depuis 1 an, Virginie reçoit une injection intramusculaire d'hormones de croissance 4 fois par semaine. Ce traitement va durer longtemps, plusieurs années, 5 ans ou plus. C'est une véritable astreinte, certes, mais le bon côté des choses, Virginie peut le constater en regardant sa courbe de croissance. En effet, si elle a toujours eu une taille au-dessous de la limite inférieure de la normale, depuis que le traitement a commencé, elle a pris en 1 an plus de 10 cm. Autre raison pour Virginie de ne pas désespérer, c'est cette photo où l'on voit Nicolas qui à 11 ans faisait 1,15 m. Aujourd'hui, Nicolas a 23 ans. Il a été traité pendant 7 ans par hormones de croissance et il mesure 1,57 m, une taille tout à fait acceptable pour un adulte. Nicolas a une histoire familiale un peu curieuse. Si son jeune frère a comme lui reçu de l'hormone de croissance, son autre petit frère de 17 ans fait 1,80 m. Et il avait un grand-père qui mesurait 2,08 m. Comment ça s'est passé pour toi à l'école? Ça a été dur? Au début, j'ai des problèmes avec un directeur d'école. Alors, on a changé d'école. Il voulait un siège spécial parce que j'étais trop petit. Oui, c'est sûr. Alors, 15 jours, on a changé d'école. Ça m'est jamais arrivé, moi. Tu avais des copains plutôt grands quand même à l'école? Très grand, ouais. J'ai un copain qui est très grand et qui a le problème inverse de moi. Lui, il était très très grand, il n'arrêtait pas de grandir. Le traitement, quand on t'a annoncé que ça allait se passer par piqûre, qu'est-ce que ça a été ta réaction? Bah, j'ai attendu la première piqûre pour voir si ça allait faire mal, mais je l'ai pas senti la première. Bon, autrement, au fur et à mesure, je suis sûre que tu le sentais. Ça allait. Si à la fin, c'était dur, très dur. Donc c'était sûr, au bout de 7 ans, quand même, c'est... Pris totalement en charge par la sécurité sociale, le traitement coûte cher, au moins 30 000 francs par an. Et de plus, la quantité d'hormones disponibles est assez restreinte. C'est pourquoi la distribution du produit est réservée à des centres spécialisés et après 2 séries d'examens. Un système qui peut paraître lourd mais qui travaille surtout comme un garde-fou. Il arrive tout de même que des enfants à taille normale viennent nous voir parce que les parents voudraient une plus grande taille pour eux. Et à ce moment-là, c'est dans le dialogue qu'on peut régler le problème, surtout lorsqu'il n'y a aucune pathologie, comme c'est assez souvent le cas. Ça ne vous inquiète pas, cette sorte de tentation de vouloir fabriquer un monde de géants à coup d'hormones? Bien sûr, c'est une question qui peut se poser. Mais je crois qu'il faut avoir de la sagesse et je crois que les parents peuvent en avoir aussi. Quand on te parle comme ça, quand on dit quand tu seras grande, intérieurement tu te dis que c'est vrai que tu vas être aussi grande que les autres? Moi, oui. J'ai mon espoir à moi. Je pense qu'un jour je pourrai rattraper les autres. Mais il y aura toujours des grands et des petits. En tout cas, je vous répète le chiffre donné par Jean-Daniel Flézaquier. Le traitement, donc je le répète, coûte à peu près 30 000 francs par enfant et par an. Un champion français dans une discipline peu connue, sauf des spécialistes, le trial. Il s'agit d'une moto avec laquelle il faut passer dans des endroits tout à fait impossibles sans mettre le pied par terre. Jean Mamère s'y connaît. Ce funambule sur une moto s'appelle Thierry Michaud. Dimanche, jour de son anniversaire, il portait le numéro 3. 3 comme son 3e titre de champion du monde.
À 25 ans, Thierry Michaud est passé maître de son art. En Pologne, il a réalisé presque un sans faute. Un exploit sur ce terrain boueux et humide. Pour sortir d'ornières infranchissables, il fait corps avec sa moto. La manie presque avec grâce. Et cet engin pèse plus de 100 kilos. À ce jeu de tombera pas, Thierry Michaud est devenu vraiment le plus fort. La preuve, c'est qu'il passe là où d'autres se demandent sans doute encore comment il a bien pu faire. Eh bien, moi, je n'y arriverai pas. Les résultats du tiercé qui s'est couru aujourd'hui à Longchamp, si vous avez joué le 1, le 18 et le 15, les rapports dans l'ordre pour 5 francs, 2927 francs et dans un ordre différent, 386 francs. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. Dans un instant, Laurent Cabrol vous dira à quel point le temps va se rafraîchir encore demain. C'est Philippe Lefebvre qui vous présentera notre dernier journal à 23h20. Demain matin, comme tous les matins, vous avez rendez-vous avec Roger Isabelle très tôt à 6h45. Pour ma part, je vous retrouverai avec plaisir demain à 20h. Très bonne soirée.